Oui, alors la stratégie d'individualisation, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe en gros, je dirais de manière assez systématique à partir des années 1990. Et c'est dans l'esprit de vouloir diminuer l'influence des collectifs et leur esprit de solidarité, voire de combativité ou de contestation. Et on est là dans toute la modernisation managériale qui s'est mise en place depuis, en gros, la fin des années 70 et en réaction à mai 68. Il ne faut pas perdre de vue que la modernisation managériale et le nouveau modèle qui se constitue, c'était, de la part du patronat, lié à la volonté d'inverser un rapport de force qui s'était manifesté comme étant de façon très défavorable, puisque, comme vous le savez, il y avait eu 3 semaines de grève générale avec occupation d'usines en 68 en France. On l'oublie souvent parce qu'on se souvient de la grève estudiantine, de la révolution des mœurs, etc. Mais c'était la plus longue grève générale de tout le XXe siècle. Bon. Et donc le patronat a pensé qu'il fallait absolument inventer un nouveau modèle pour pouvoir continuer à exploiter la main-d'œuvre. Et donc ils ont introduit toute une série de dispositifs, de modifications, d'abord dans le secteur privé, pour essayer de contrer la tendance antérieure, c'est-à-dire à la fois casser la possibilité et la capacité de résistance et en même temps développer une idéologie pour arracher le consentement et l'adhésion des salariés. Et du coup, cette individualisation qui s'est mise en place et qui était vraiment très difficile à accepter pour les organisations syndicales, parce que l'individualisation, et surtout, il faut voir ce qui va avec, la mise en concurrence systématique des uns avec les autres, c'est quelque chose qui est évidemment pas favorable à l'action collective, à la prise de conscience de partager une identité commune, d'avoir des intérêts communs et donc de se mobiliser comme acteur collectif. Et donc, il fallait déverser du point de vue patronal une idéologie pour justifier tout ça. Et la justification, ça a été de dire nous allons répondre aux attentes profondes des salariés qui s'étaient manifestées en 68 autour du désir de liberté, d'autonomie et de besoin de reconnaissance. On a besoin de reconnaissance, de dignité et de reconnaissance. Et donc le patronat a dit voilà, si vous voulez que effectivement, et vous le méritez, on puisse avoir des actions qui permettent de distinguer en reconnaissant les meilleurs, ceux qui sont engagés dans le travail de la façon la plus remarquable, ben, il faut effectivement différencier. Et on ne peut différencier qu'en individualisant, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois la formation, la capacité d'engagement, le courage, la volonté de se dépasser les uns. Ça nécessite une individualisation. Et c'est à partir des années, je dirais qu'à partir de la fin des années 70, il y a eu cette idée, il faut désolidariser les uns des autres, il faut déstructurer les collectifs. Et du coup, tout a été dans ce sens-là. Très vite, il y a eu dans le privé des primes individuelles. Et puis après même, dans les années 90-2000, des salaires individualisés, alors qu'avant il y avait cette équation à travail égal, salaire égal. Dans les années 90, on en sortait, puisqu'on pouvait avoir le même travail, mais être qualifié différemment et avoir une carrière différente, avoir des formations différentes, des primes différentes. Et ça s'est vraiment matérialisé autour des objectifs individualisés et des performances évaluées individuellement, personnellement, autour de l'entretien individuel avec le N+1. Donc l'individualisation, c'est une poussée profonde qui va changer tout le monde du travail et qui est véritablement orchestrée par le patronat dans une volonté de faire en sorte que les salariés ne se sentent pas solidaires les uns des autres et ne soient pas enclins à s'envisager dans ce qui était auparavant un peu la terminologie « eux » et « nous ». Hein, quand on est individuellement pris en compte, et puis de façon de plus en plus personnalisée, et on verra de plus en plus psychologisée, et c'est évident que c'est moi, et la direction, et l'entreprise, et que bon,
les autres sont considérés comme des concurrents, des ennemis. Donc cette individualisation, c'est quelque chose de très 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 profond qui s'est manifesté surtout dans le privé d'abord, et puis qui s'est déversé ensuite dans tout le secteur public. On a vu beaucoup les entreprises publiques avec des primes individuelles, avec des formations personnalisées, et le secteur public, y compris les ministères, y passent également maintenant. Partout on voit se mettre en place une individualisation des primes, voire des salaires, en tout cas des carrières, des formations. C'est au nom de la reconnaissance de la qualité d'implication des uns et par rapport aux autres, et non pas et des uns et des autres, des uns par rapport aux autres dans leur travail. Et de pouvoir reconnaître leur performance et la récompenser. Ça a pu attirer certains salariés dans cette idée de reconnaissance, mais se heurte, et nous on le voit parce qu'on accompagne les salariés quand ils demandent de la reconnaissance dans les commissions du personnel, etc. Ça se heurte aux contraintes de l'employeur qui met des quotas d'avancement. Et donc il y a des salariés qui sur le papier répondent à tous les objectifs individuels, répondent à toutes les contraintes et les exigences qui sont fortes de l'employeur, et malgré tout, qui n'avancent pas. Oui, alors moi ce que j'ai pu surtout observer, c'est que des objectifs sont fixés, et effectivement, individuellement, personnellement, que ces objectifs sont de plus en plus exigeants. Et ce que j'ai pu observer dans les entreprises, alors là du privé, c'était de façon assez frappante, qu'il ne fallait pas atteindre les objectifs, il fallait les dépasser. Mais le problème, c'est que atteindre des objectifs, j'allais dire, c'est assez objectif. On a un objectif, on l'a atteint ou pas. Maintenant, dépasser un objectif, ça relève aussi plutôt de l'arbitraire. De combien il faut le dépasser, comment, sur quelle base. On n'est plus dans, voilà vos objectifs, atteignez-les, c'est dépasser-les. Et là, on est dans quelque chose qu'on ne contrôle plus. Autant on peut contraindre, on peut contrôler son travail par rapport à des objectifs, par rapport à les dépasser, on est dans quelque chose qui relève de l'incertitude. Et moi, je peux vous donner une anecdote qui m'a beaucoup frappée. J'avais été faire une enquête dans une entreprise de très haute technologie, et il y avait un cadre qui m'avait raconté qu'il avait une responsabilité d'une douzaine ou quinzaine de cadres déjà de bon niveau, des ingénieurs de bon niveau, et qu'un jour il était allé voir pour son entretien individuel un supérieur hiérarchique, un petit jeune, m'avait-il dit, qu'il m'avait fixé, alors je parle pour lui, qu'il m'avait fixé des objectifs, mais alors j'ai essayé de lui montrer que c'était surdimensionné, que ce n'était pas possible, que ça allait nous mettre en difficulté, presque en danger, etc. Il ne voulait rien entendre, c'était mes objectifs, c'était mes objectifs. Et j'étais tellement furieux que j'ai pris la décision de démissionner. Donc je suis retournée tout de suite voir mon collectif de subordonnés. Enfin, il ne m'a pas dit comme ça, mais en fait, et je leur ai dit, je démissionne parce que les objectifs sont démentiels. Et les ingénieurs ont dit, attends, parce qu'ils appréciaient beaucoup leurs supérieurs, attends, on va voir, on va regarder ça ensemble, on va réfléchir, donne-toi 2-3 jours, etc., etc. Ils ont discuté, puis au bout de 3 jours, ils reviennent, ils disent non, non, on va le faire. Je sais que ça va être, on le sait, ça va être une année épouvantable, mais on va le faire, on va le faire. Et ce cadre me dit, donc ils ont bossé comme des dingues, vraiment, on ne comptait pas les heures sup, on ne comptait pas, mais il y avait une ambiance, on voulait y arriver, etc. Et quand, au bout de l'année, on a atteint les objectifs, j'en revenais pas, je suis allée fière quand même voir le N+1, qui le reçoit en disant, en regardant les feuilles, en disant « Ah, ben, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas compter sur toi. » Parce que tout le monde se tutoie là-bas. Et il dit « Comment ça? Tu te trompes de dossier. Regarde mon dossier. » Je dis « Oui, oui, je regarde ton dossier. Tu vois, on a atteint tous les objectifs. » Ben oui, mais vous n'en avez dépassé aucun. Donc on ne peut pas compter sur toi. Donc ça, c'est un peu la réponse à la question. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se dépasser, de mettre tout le monde à contribution, de faire des heures sup non payées, d'atteindre des objectifs. On dépend toujours de l'arbitraire du supérieur qui va dire « Oui, mais c'est encore pas assez, moi j'attendais un peu plus, j'avais misé sur toi, tu n'es pas celui qu'on imaginait, on pensait que tu pouvais repousser les murs, comme c'est l'expression maintenant. Ben non, bon, d'accord. » Voilà, insatisfaction du supérieur hiérarchique. Donc on voit qu'effectivement les règles du jeu, elles ne sont pas du tout stables et elles se déplacent au fur et à mesure des intentions du N+1. Et du coup, les
les cadres, les salariés se sentent en état de dépendance permanente. Qu'est-ce que je peux faire de plus qu'atteindre mes objectifs? Alors s'il faut les dépasser, comment, combien, et voilà. Qu'est-ce qu'on va me donner comme moyen pour le faire? Alors, il n'en est pas question, on ne renforce pas le budget, on ne renforce pas les effectifs, pardon. On n'augmente pas la durée, mais voilà, c'est ça, c'est pas... Ça semble être simple, des objectifs, on les atteint, bravo, félicitations, primes, voire carrière. Non, c'est toujours dans une espèce d'entre-deux qui dépend du bon vouloir du N+1 qui lui-même veut se faire bien voir par sa propre hiérarchie et qui mène en bateau, on peut vraiment le plus souvent les salariés. Oui, puis vous parlez du coup de déstabilisation, et ça vous le développez aussi beaucoup dans un de vos livres sur qu'est-ce qui déstabilise, et vous mettez en avant deux choses, et je pense que ça va parler aux agents de la Banque de France, c'est la déprofessionnalisation et les mutations. Et là, juste pour l'anecdote sur les mutations, c'est que là, le nouveau gouverneur a mis en place deux choses, c'est qu'il a imposé qu'au bout de 7 ans, tous les cadres devaient bouger, donc c'est une forme de mutation contrainte. Et là, très récemment, ils ont présenté comme une valorisation des assistants, donc l'équivalent des employés, de les contraindre à muter au moins 2 fois dans leur carrière pour obtenir des avancements de salaire. Et c'était tout enrobé d'un discours, vous ne pouvez pas rester sur place c'est vraiment arriéré, c'est d'une autre époque, maintenant il faut bouger, il faut muter, Et donc là, effectivement, ça vous développez comme quoi c'est un outil de déstabilisation aussi. Alors effectivement, la déprofessionnalisation, parce que vous avez 2 questions, la déprofessionnalisation et le changement permanent, ce sont, je dirais, 2 éléments qui sont aussi fondamentaux de la modernisation managériale. La déprofessionnalisation, ça reste dans la philosophie taylorienne. Parce que Taylor, il avait bien compris que le savoir, c'est du pouvoir. Et si on laisse, disait-il à l'époque, le savoir aux ouvriers dans l'atelier, on leur laisse le pouvoir, parce que c'est eux qui vont déterminer l'organisation du travail, les rythmes de travail, et du coup la productivité dépendra de leur bon vouloir, et la rentabilité et le profit aussi. Donc il dit, c'est pas possible, il faut que le savoir soit détenu par la direction. Et comme ça, c'est elle qui va pouvoir organiser le travail et imposer une forme d'organisation du travail qui permet la rentabilité la plus élevée. Et donc, c'est déposséder les ouvriers du métier, les déprofessionnaliser, alors lui, il avait inventé l'organisation rationnelle et scientifique du travail, qui était un émiettement des métiers en petites tâches élémentaires, avec des prescriptions, des modes opératoires et des temps alloués. Ça, c'est resté d'une certaine façon. C'est resté sous la forme, y compris pour les cadres, de procédures, de protocoles, de process, de codification, de bonnes pratiques qui sont imposées par des experts de grands cabinets de consultants internationaux qui vont décider, loin des réalités du terrain, comment est-ce que les gens, les professionnels doivent s'y prendre pour travailler. Et du coup, des cadres, des ingénieurs, des employés qui ont du métier sont dépossédés de leur savoir et sont dépossédés, sont déniés dans leur professionnalité parce qu'il y a des spécialistes, soi-disant consultants, qui vont décider comment ils doivent travailler. Ça, c'est la logique taylorienne qui entre en contradiction avec on veut vous voir, vous épanouir dans votre travail, montrer qui vous êtes, vous réaliser, pour vous reconnaître, etc. Ça rentre en contradiction. Et donc, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable pour les salariés de se voir liés dans leur professionnalité. D'ailleurs, quand ils sont recrutés, on leur dit ce qui nous intéresse, c'est votre savoir-être, votre réactivité, votre résilience, savoir sortir de sa zone de confort, prendre des risques, se remettre en question, etc. Bon, on est dans le registre disons, de la personne, de la personnalité, de ses aspects presque intimes, révélez-nous qui vous êtes vraiment, et c'est comme ça que vous allez être le plus efficace. Donc, ça rentre vraiment en contradiction d'un côté la logique taylorienne d'organisation du travail avec la stimulation un peu de l'ego de chacun, et pour faire accepter cette déprofessionnalisation,
qui permet au patronat en réalité de ne pas avoir de personnes capables de contester en disant je suis légitime car je connais mon travail, je suis un professionnel, je sais de quoi je parle, etc. Pour faire accepter cette dépossession de la professionnalité, eh bien, il y a la mise en place du changement permanent qui met en obsolescence l'expérience, les compétences, le savoir individuel et collectif de chacun. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'était valable pour il y a quelques années. Ça n'est plus valable actuellement. Donc, quelqu'un qui dirait, mais laissez-moi dire mon mot aussi, intervenir en tant que professionnel sur la définition de mes missions, la définition de mon travail, de mes tâches et de la manière de m'y prendre, on va lui dire, ben non, parce que vous n'avez pas maintenant, dans le monde qui avance à une allure aussi rapide que ça, vous n'avez pas les moyens de maîtriser, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez plus. Faites confiance aux spécialistes, aux experts qui décident. Et donc, le changement permanent, c'est une stratégie pour dépouiller et faire accepter aux salariés d'être dépouillés de leur métier, de leurs compétences, de leur savoir et de leur expérience, et d'accepter de travailler selon les logiques tayloriennes à partir des prescriptions, procédures, protocoles qui sont pensés par ailleurs. Et donc, tout ça se met en œuvre d'une façon qui est assez cohérente, mais qui produit des effets tout à fait néfastes, tout à fait délétères sur les salariés, parce que non seulement on leur fait faire du travail selon une organisation pensée en dehors des réels besoins liés à leur travail, qui peut les amener à des conflits éthiques importants, à mal travailler, à faire du mauvais boulot, à ne pas respecter les règles du métier, à faire un mauvais travail. Mais en plus, ça les met dans une espèce de moi, ce que j'appelle une précarité subjective, parce qu'ils ne maîtrisent plus rien. On fait tout changer, tout évoluer tout le temps. Alors, vous me parlez du fait qu'on demande aux gens de bouger tous les 5 ou 6 ans, mais on va leur changer aussi les logiciels, on va restructurer les départements et les services, on va recomposer les métiers, on va faire des déménagements géographiques, ce qui fait que les gens sont noyés complètement et dépassés, en permanence, tout le temps dépassés. Ils perdent leurs repères, ils n'arrivent plus à s'y retrouver, donc une précarité subjective, et ils sont dans une espèce d'anxiété permanente qui semble, du point de vue des conseillers, des psychologues conseillers des directions, souvent porteur, cette anxiété, parce que ça rend les salariés ou les agents plus réceptifs aux consignes qu'on leur donne. Ce n'est pas des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes, qui ont l'impression d'être chez eux dans leur travail, chez eux dans leur entreprise. Non, ils sont un peu mis tout le temps, je dirais, à nu. Ils sont désarmés et du coup, au contraire, ils vont se raccrocher aux procédures, aux protocoles, au process, comme à des vrais bouées de sauvetage, parce qu'ils sont perdus. Mais le fait qu'ils soient perdus, c'est aussi une raison souvent du burn-out, ce qu'on appelle le burn-out, parce qu'ils développent des efforts énormes pour essayer de maîtriser cognitivement l'environnement et le contenu de leur travail qui bouge, parce que c'est vrai que quand on vous fait muter au bout de 5 ans, c'est un environnement totalement différent auquel vous êtes confronté, des nouvelles manières de travailler, ça demande des efforts énormes. C'est un peu comme les travaux de Sisyphe, hein, vous savez, quand on remonte le rocher, on sait qu'il va redescendre, parce que vous savez que dans 5-6 ans, ça va recommencer encore. Donc, il y a un épuisement cognitif, et en même temps, il y a une auto-dévalorisation, parce qu'on ne peut plus se faire confiance à soi-même. On ne connaît plus, on n'a plus la maîtrise professionnelle dont on pouvait être fier, et donc le burn-out, c'est ça, c'est à la fois un épuisement professionnel, et puis c'est un effondrement personnel aussi, on n'est plus le bon professionnel qu'on voulait être. Et donc tout ça, c'est effectivement des méthodes qui sont délétères, mais du point de vue des directions, ça maintient un état qui est théorisé par certains consultants, hein. On a trouvé des textes, un peu d'anxiété, juste ce qu'il faut, pas trop disent-ils, parce que sinon on va les perdre, on va les anesthésier, mais juste assez pour les rendre réceptifs à toutes les demandes qui vont leur être adressées. C'est vrai que ça fait penser, ce que vous dites sur... ils ont mis en place une application qui s'appelle Mon Parcours, donc qui est censée aider les salariés à se projeter sur un peu le moyen terme, on va dire, ou leur poste suivant. Et ils ont fait le choix de faire rentrer par compétences. C'est-à-dire que vous remplissez un test, vous répondez des questions sur comment vous réagiriez dans telle ou telle situation. Ça vous fait une liste de compétences et après une liste de postes.
Mais nous, c'est vrai qu'on a mis en avant les métiers en disant mais en fait il y a des métiers qui amènent à d'autres métiers, enfin, c'est quand même la logique du métier, il y a des logiques métiers qui devraient prévaloir. Et ça c'était complètement inaudible de la part de nos interlocuteurs, où en gros ils étaient là, bah non, quand on s'est rédigé. Donc on peut aller partout où il y a de la rédaction. Comme si, Ça, c'est toujours leur stratégie aussi. On repart toujours à zéro. On remet toujours les choses à plat, on repart, on recompose. Comme si les gens étaient reconformables. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. On peut les reconformer, les formater, les reformater en permanence. C'est vraiment cette idée. Et puis, c'est juste, moi, ça me paraît très important. Le fait que personne n'est chez soi dans son travail, dans son métier, dans son service. Voilà. On dépend de la bonne volonté de son N+1 qui va décider que vous seriez mieux là-bas, à faire tel boulot. Et de toute façon, on vous demande aucune expérience parce qu'on va tout vous expliquer, on va tout vous donner comme consigne, comme prescription. Et donc voilà, vous êtes purement une force de travail que nous allons rendre adaptée aux tâches auxquelles on va vous affecter. C'est vraiment l'état d'esprit. Ça me fait penser, ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais ça me fait penser au flex office. Voilà, vous pouvez aller n'importe où. Hein, vous faites partie de rien, d'aucun collectif. Voilà. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez vous faire valoir de rien. Voilà, vous êtes une force de travail qu'on affecte ici, on reprend, on la remet là, on la met en télétravail, on la fait revenir, on la met dans un flex office. C'est extraordinaire, on la rend mobile. Moi, je me souviens que j'avais fait des enquêtes dans une entreprise qui mettait en bouteille. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Il y avait un jeune directeur d'atelier, donc qui avait des responsabilités énormes, qui m'a dit, voilà, quand je suis arrivée, la RH m'a dit, voilà, si tu veux avoir une belle carrière, il dit, moi j'avais envie d'avoir une belle carrière, bon, il faut marquer ton passage. Donc marquer ton passage, ça veut dire quoi? Réformer, changer tout. Sinon, on ne voit pas ce que vous avez... Et donc, on m'a incité à faire vraiment beaucoup de transformations. Il dit, je me suis pris au jeu. Et j'ai fait énormément de transformations, j'ai bougé, j'ai pris des renseignements, je me suis fait aider. Sauf qu'au bout de 3 ans, je crois, ils me disent, il faut aller ailleurs. Mais c'est pour la carrière, Moi, je leur dis, mais attendez, j'ai tout mis en vrac, là, il faut que je suive, parce qu'il faut que je vois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut rechanger, ce qu'il faut consolider. Et on m'a dit, non, c'est pas le problème, parce que quelqu'un d'autre va venir, il va probablement rechanger. Et voilà, et le type dit, mais qu'est-ce que c'est mon boulot alors? Qu'est-ce que je leur ai fait? Il disait aux gens à qui j'ai tout changé, parce qu'ils ont fait des efforts terribles pour essayer de s'adapter à ces changements. C'est très violent. Et si je ne les accompagne pas jusqu'au bout pour stabiliser et faire des bilans, qu'est-ce qui va leur arriver? Et il était déchiré. Et il dit, voilà, il m'oblige à choisir entre ma carrière et le fait de considérer tous les gens qui ont travaillé sous mes ordres comme de la pâte à modeler. Et il était, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a pris comme décision in fine, parce que je suis partie après, mais ce type était bouleversé en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette logique-là où on ne prend pas au sérieux les gens? Carrière, c'est ça, les autres, ils sont là pour être mobilisés, démobilisés, enfin bon, c'est incroyable. Moi, j'aurais une question, Hugo, si je peux me permettre. D'après votre expérience, à travers toutes ces enquêtes, ces études que vous avez faites sur les entreprises et de toute nature, d'après vous, ces organisations, je retrouve tout à fait mon historique de parcours à la Banque de France, spécifiquement à la Banque de France, un mélange de terrorisme et de discours où chacun est en capacité hypothétiquement d'apporter sa touche personnelle, etc. Donc, mais dans l'absolu, c'est plutôt des process, des protocoles et des procédures respectées. D'après votre expérience, les employeurs, les GRH, le font délibérément, sciemment, en connaissance de cause, ou c'est un mélange de sciemment, d'incompétence, ou d'après votre expérience? Alors, je dirais qu'il y a un mélange de beaucoup de choses. Il y a, pour certains, la conviction que le monde, et c'est pas faux tout à fait, vit dans un état d'accélération temporelle permanente. Bon.
Et donc, il faut réadapter les structures, le fonctionnement, les manières de travailler sans cesse. Donc, on leur fait croire que, et ils le croient, ils se laissent assez vite convaincre du fait que dans notre monde, il faut accepter de changer, de bouger, d'être réactif, d'être disruptif, d'être résilient. C'est vraiment les grands mots maintenant. Hein. Disruption, réactivité, résilience, être courageux. Donc ils pensent que leur boulot, c'est d'être courageux. En gros, de bonne foi. C'est ça. Et d'entendre un peu, je dirais, l'air du temps. Alors, à leur façon, ils essayent, ils voient bien ce qui se passe, les effets délétères que ça a, et à leur façon, ils essayent aussi de tempérer par les DRH de la bienveillance et du bonheur, les Chief Happiness Officers, et d'aménager un peu toute la vie autour du travail, c'est-à-dire les conciergeries, les séances de massage, j'ai vu aussi des séances de fou rire, parce que le fou rire c'est très bon pour la santé. Oui, c'est excellent pour la santé, donc on réunit les gens, quelqu'un commence à rire, tout le monde rit pendant 1 heure et après on retourne travailler. Il y a des séances donc, de méditation, de yoga, il y a des distractions avec des salles de vidéo-jeux, voilà, Google, il y a même, j'ai visité Google à Paris, il y a une salle à peu près grande comme ça, qui est insonorisée, et vous arrivez, vous avez une vingtaine de guitares, une batterie, et voilà, on peut venir. Mais c'est l'idée, voilà, regardez, on fait tout pour vous, parce qu'on vous aime. Profondément, c'est vous qu'on aime. Ce sont des sortes de messages d'amour qui sont adressés aux salariés pour se déculpabiliser par rapport au reste qui est effectivement, si on veut que ça fonctionne, il faut mettre la pression, il faut stresser, il faut donner des objectifs exigeants. Et donc il y a toute cette logique, et les deux vont ensemble. On vous aime, et parce qu'on vous aime, on va vous rendre la vie plus facile, mais la vie de travail, elle est dure, parce que nous sommes dans un monde où la compétition est très dure. Alors, dans le secteur public, il faut faire des économies, il faut prendre en considération ceux qui payent des impôts, il faut, au contraire, si on aime le secteur public et qu'on veut qu'il perdure, il faut qu'il soit plus efficace, plus rentable. On le voit bien pour les hôpitaux, on le voit bien pour l'enseignement, ça, tout le monde le voit. Donc, il y a une logique qui est, on n'a pas le choix, il faut y aller. Y aller, ça veut dire le changement permanent, les mobilités, les objectifs exigeants, la mise en concurrence systématique, on ne garde que les meilleurs, les talents, comme on dit maintenant, les autres, on les met gentiment à la porte, mais on veut le faire avec humanité. Voilà, nous sommes humains et nous sommes bienveillants et nous voulons que tout ça, ça se passe de la manière la plus vertueuse possible. C'est un peu leur chant, je dirais, de guerre au RH. Peut-être pour rebondir juste là-dessus, moi je me demandais aussi si, parce que là nous le gouverneur il vient de BNP Paribas, mais avant ça il était à l'inspection des finances je crois, enfin c'est des parcours très diversifiés quelque part. Mais c'est aussi des parcours, moi j'ai l'impression, de gens qui n'ont jamais eu de métier. Ils ont toujours eu des postes où ils se contentaient de lire des notes de synthèse de gens qui avaient des métiers. Et du coup, je me dis aussi, est-ce que c'est des gens qui ont expérimenté ou qui comprennent ce que c'est qu'un métier et qui n'appliquent pas, qui généralisent pas finalement tout simplement leur parcours en se disant « Moi, ma compétence profonde, c'est de lire des articles du Monde et d'en faire des directives. » Et du coup, ils comprennent vraiment pas. Il y a vraiment une impossibilité intellectuelle de se dire, bah oui, quelqu'un qui a 40 ans sur son métier, qui le fait bien et qui est satisfait, pour eux c'est... Alors ça c'est intéressant parce que c'est effectivement un changement qui s'est produit depuis une quarantaine d'années. C'est qu'auparavant, par exemple, dans les entreprises, on avait des grands industriels. Chez les Danone ou les Michelin, c'était des gens du métier qui dirigeaient. Et puis, même s'il y avait des conflits extrêmement durs, il y avait une certaine connivence à ce niveau-là. Voilà, il pouvait y avoir
une connivence qui faisait que, bon gré mal gré, c'était dans certaines limites, c'était tenu par certaines limites. C'est vrai qu'il y avait aussi la combativité syndicale qui faisait que ces limites étaient maintenues, mais désormais, ce sont des dirigeants qui ne sont pas du tout des gens du métier. On l'a bien vu, par exemple, à France Télécom, c'était quelqu'un qui venait, je ne me souviens plus, qui avait été aux aéroports, qui avait été dans les grands magasins, qui avait les grandes surfaces, enfin bon, c'est à l'emploi aussi, enfin, bon. Georges Breton, un exemple. Voilà. C'est ça, c'est des gens qui qui passent de l'un à l'autre et on ne leur demande pas d'être spécialisés. On leur demande plutôt d'avoir, comme d'ailleurs les consultants, une relation abstraite au travail, parce que de leur point de vue, la connaissance, elle est abstraite. C'est un niveau, comme la science, comme le disait Taylor, la science, elle est universelle, elle relève de l'objectif, de l'objectivité, ce qui est objectivable, elle est neutre, donc il y a quelque chose d'universel, de neutre, d'objectivable, c'est plutôt des démarches intellectuelles qui permettent de s'adapter à tout. Et donc, en réalité, on demande aux dirigeants d'avoir une connaissance abstraite des métiers comme une connaissance abstraite des gens, enfin, je veux dire, de la réalité humaine, concrète, charnelle des gens. Et parce que prendre des décisions, si on connaît les gens, c'est beaucoup plus difficile que si on dit on en enlève 15, on en remet 20. C'est pas la même chose. On avait fait des enquêtes, moi j'avais fait des enquêtes dans les entreprises qui faisaient des licenciements, des plans de sauvegarde de l'emploi comme on disait. Souvent, les DRH qui disaient voilà, on va en supprimer 150 ou 200, n'avaient aucun problème à dire dans quels ateliers ou dans quels services. Et après, ils demandaient parfois aux contremaîtres de choisir, et là, c'était horrible. Les contremaîtres le vivaient, mais ça les déchirait totalement. Alors que au RH, ils les connaissaient à peine, les gens, ça n'avait rien à voir. Tandis que le contremaître, ils connaissaient la manière dont ils travaillaient, connaissaient leur famille aussi souvent, quand c'était des entreprises qui étaient dans des lieux où, par exemple, où la ville était la ville Michelin ou la ville Renault, etc. Donc c'était quelque chose de réel et pas virtuel comme pour les gens des bureaux. Donc effectivement, être de l'extérieur, ça donne un pouvoir très très important du fait de l'abstraction et du fait qu'on est devant des dossiers avec des nombres, des chiffres. Or, vous savez, beaucoup disent, nous sommes désormais dans la société du quantifiable, de ce qui est chiffré, de ce qui est objectivable, de ce que... Et on dit c'est ça qu'il faut, mais ça permet de mettre l'humain à distance, alors que le discours justement qui domine au niveau de la direction, c'est nous sommes attachés à l'humain, à la personne, mais pas du tout quand il faut prendre des décisions. Moi je me souviens, on avait avec des collègues suivi la fermeture de Chaussons. La manière dont les décisions de fermeture de Chaussons ont été prises, c'était ahurissant. C'est qu'est-ce qu'on leur dit ? Oh ben, il vaut mieux rien dire parce que comme ça ils vont garder une forte productivité jusqu'au dernier moment. Enfin, c'était comme si on avait déplacé des troupeaux de vaches ou de moutons, quoi, vraiment. Et ça leur permet c'est comme un peu un général sur un champ de bataille, j'avance tel commando, telle armure. Voilà, mais bon, après, les effets, on ne les prend pas en compte. Et donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus ce genre de dirigeants qui sont éloignés. Mais dans les hôpitaux, ce ne sont plus des médecins qui sont des dirigeants, ce sont des gens qui sont formés à l'équivalent de l'ENA pour la fonction hospitalière. C'est vraiment un mode d'abord de la profession et du commandement qui est très abstrait, très très abstrait. Et ça les protège, ça leur permet de prendre les décisions les plus dures, les plus dures. C'est pour le bien supérieur, le bien commun. Comme disait Taylor, toujours, tout ce qu'on fait, c'est pour le bonheur de la nation. Et ah mais ça, c'est des choses qu'on voit effectivement quand on fait des enquêtes dans les entreprises. Moi, dans une entreprise, j'avais entendu des responsables qui me disaient « Nous, on fait la chasse à la surqualité. » Parce que, disait-il, les salariés, ils veulent se faire plaisir à eux. Ils veulent bien faire, ils pomponnent, ils bichonnent. Là, c'était une usine. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils produisent un produit que
consommateur va acheter à la qualité qui prend le moins de temps et qui nous coûte le moins cher. C'est notre intérêt à nous, donc on ne veut pas qu'il se fasse plaisir et que ça nous coûte à nous. Donc ils faisaient ce qui s'appelle la chasse à la surqualité, en disant ils veulent se faire plaisir à eux et ils ne tiennent pas compte des intérêts de leur entreprise. C'est quand même assez frappant. Donc oui, cette idée de... on définit, c'est la direction qui définit ce qu'est la qualité du travail, c'est plus les règles du métier ou les règles de l'art ou la conscience professionnelle ou le sens de la finalité sociale, c'est plus ça. C'est une qualité qui est définie en fonction de la rentabilité et de la profitabilité. Hein, c'est pas la qualité du boulot. Donc c'est extrêmement déjà douloureux pour les salariés. C'est terrible de se dire je fais quelque chose qui pourrait être mieux, qui pourrait mieux satisfaire les besoins des consommateurs ou des usagers. C'est très très frustrant. On me demande de faire des choses dont je sais par exemple que ça va tomber en panne dans les 3-4 ans. C'est d'ailleurs ce qui est recherché par des directions. L'obsolescence programmée, on la connaît bien. Mais là où c'est véritablement, je dirais presque pernicieux, c'est quand après on dit parce que ça va vous faire de la peine, mais comme les DRH, je disais, qui essayent toujours de compenser, eh ben parfois, c'est les DRH eux-mêmes qui organisent des après-midi festives ou des fins de semaine festives ou des petits week-ends où on va faire sortir tout ce qu'on peut avoir ressenti comme conflit intérieur, comme insatisfaction, frustration profonde, sentiment d'être complètement dépendant, dominé, puisqu'on m'oblige à faire un boulot que je pourrais faire mieux. C'est terrible. C'est un sentiment non seulement d'insatisfaction professionnelle, mais aussi de dépendance. Il me dit, fais de la merde, je fais de la merde. C'est un sentiment de domination terrible qu'on vit. Alors tout ça va sauter parce qu'après vous allez partir avec votre chef, faire un week-end festif, ou prendre un pot, ou vous retrouver à jouer à une partie de foot ensemble. Alors ça, je trouve ça extrêmement pervers presque.